Madame, Messieurs, merci. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage Info. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arrivée du président français Emmanuel Macron à Kinshasa. Sa visite était du 3 au 4 mars 2023. Au cours de sa visite, il a déclaré plusieurs choses sur le plan sécuritaire, sur le plan politique également. Il a également visité l'INRB, Institut de recherche biomédicale. Il a échangé avec le docteur Mouyembe. Après ça, il a fait une autre conférence sur le plan économique dont le président de la République, Félix Tshisekedi, est également présent et d'autres économistes venus de la France, mais aussi de la RDC. Alors, au cours de son allocution, il a dit, je le cite, surtout sur le plan humanitaire, la France sera le premier État à répondre à l'initiative de l'Union européenne de mettre en place un pont aérien humanitaire à destination de Goma. Et c'est là, c'est pour les déplacés de guerre, dont l'aide est évaluée à 34 millions de dollars que l'Union européenne va faciliter. À cela s'ajoute également les 4 millions d'euros qui avait été promis par l'Union européenne. Alors, sur les plans sécuritaires, il a condamné l'agression, il a également rappelé à la RDC de prendre ses responsabilités, et il a également dit que la France, elle n'est pas la seule à donner la solution à tous ces problèmes, mais elle sera là. Et il a dit, d'ici le 7 mars, les M23 doivent quitter toutes les zones occupées. Et ça là, le président Macron, en tout cas, il l'a rappelé, il a martelé que cela soit respecté. Alors, avec mon invité, on va un peu décrypter de tout ça, de tout ce qu'il a dit. Je reçois Hervé Amani. Il est activiste au sein du mouvement Filimbi. Bonjour Hervé Amani. Bonjour monsieur le journaliste. Ok. Alors vous, en tant qu'activiste, vous êtes également un jeune de Goma. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de ce discours d'Emmanuel Macron? Est-ce que d'abord pour vous, son arrivée était opportune ou inopportune? Voilà, je peux dire d'abord, son arrivée dépendait de son agenda diplomatique. Ce n'est pas à moi de les juger de venir ou pas, mais à mon avis, je pense qu'il n'y avait aucun problème que le président français arrive en République démocratique du Congo, surtout dans cette période de crise sécuritaire et diplomatique entre nous et le Rwanda. Ça valait la peine qu'il soit là. Vous pensez que la RDC a attendu quoi de lui? Parce que certains des mouvements dont vous êtes aussi activiste, bien que vous êtes contre les manifestations qui demandaient, qui dénonçaient son arrivée. Voilà. Est-ce que ces gens qui ont dénoncé cela n'avaient pas une bonne raison? Parce que les Français ou la France est accusée de te retirer le Rwanda alors que le Rwanda agresse la RDC. Je pense, pour moi personnellement, je peux dire que je n'attendais pas de Macron, du président français, de condamner le Rwanda. Parce que la condamnation du français ou bien du président français du Rwanda ne fera pas ce que les M23 quittent le territoire occupé. Ça serait une bêtise de croire à ce que quelqu'un de l'extérieur puisse venir condamner l'autre alors qu'il a ses intérêts chez la personne qu'il peut condamner. Donc, personnellement, moi, je pense qu'il est venu pour une mission diplomatique en RDC, mais aussi humanitaire et économique. Nous avons vu les retombées, d'où l'aide humanitaire qui va être débloquée par l'Union européenne de la France. Sa condamnation aussi de la guerre qui prévaut dans les massifs Ruchuru et Nyiragongo par les M23, cela suffit. En tant qu'État, nous devons être responsables de nos propres actes, nous devons être responsables de nos engagements vis-à-vis de tierces personnes. Donc cela veut dire Macron a fait ce qu'il devait faire en tant que pays ami de la RDC. Mais est-ce que ce qu'il a dit, surtout sur l'agression rwandaise, est-ce que c'est ce qu'il devrait dire? Ou il a resté trop ambigu, il n'a pas été trop clair comme les gens le voulaient? D'ailleurs, il y a un journaliste qui lui a demandé, mais monsieur le président, mais on ne sent pas dans vos paroles, dans vos propos, les noms du Rwanda où vous condamnez fermement. Est-ce que ça suffit de condamner? Qu'est-ce que les Congolais devraient attendre de lui normalement? Je pense que Macron, ou bien la France, a des intérêts au Rwanda. Il a les intérêts avec la République rwandaise. Et Macron a des intérêts avec la RDC.
Et la RDC et les Rwanda sont deux pays qui sont en crise diplomatique, je peux le dire. Alors, comment pouvons-nous obliger à quelqu'un qui a des intérêts dans les deux pays de condamner l'un de ces pays alors qu'il a des intérêts à protéger? Donc, Macron, ce qu'il a fait, il a rappelé d'abord l'État congolais à ses responsabilités comme tout État souverain. Parce que c'est quand même ignoble à 62 ans de naissance, un enfant continue à pleurnicher comme un enfant, qu'on puisse l'aider à dénoncer quelque chose. Donc, Macron a fait ce qu'il doit faire comme président français et nous, Congolais, nous devons faire ce qui nous revient. C'est-à-dire pour vous, vous dites que la RDC reste dans le pleurnichard toujours, au lieu de prendre ses responsabilités. C'est ça la logique dans laquelle nous sommes déjà tournés, d'aller partout, d'accuser, alors qu'ici, nous ne faisons rien. On a vu le président Félix en Suisse, on a vu le président Félix, je ne sais pas où, partout il passe, il est en train d'accuser. Alors que la réalité, c'est elle est une autre. Donc. Mais est-ce qu'il n'a pas celle contre tous, lui aussi? Je ne pense pas. Il a dit qu'il est en train de désenclaver ou bien de sortir le pays dans un gouffre diplomatique que Kabila nous a mis dedans. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est lui qui est en train de remettre les Congo dans le gouffre. Donc, comment tu peux sillonner dans plus de 100 pays et aucun de ces pays ne te soutient dans ce que tu fais ou bien dans une guerre routière? C'est-à-dire il est toujours roulé dans la farine, il est caressé toujours dans le sens du poil Donc, d'abord, on peut dire qu'il ne comprend pas d'abord ce qu'il fait. Et deux, on peut dire qu'il ne convainc pas là où il passe. Et trois, on peut dire qu'ils sont fatigués de voir un enfant de 62 ans pleurer à tout moment qu'on le vienne. Mais quand vous dites qu'il ne convainc pas, mais alors qu'il est toujours clair dans ses propos, quand il dit les Rwandais, c'est les principaux commanditaires de la guerre à l'Est, voilà. Est-ce que c'est pas clair? C'est une chanson qui est chantée depuis Belgrade, tout le monde connaît cette chanson, même l'Occident connaît ça. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faisiez? Alors les Rwandais vous agressent, oui, mais qu'est-ce que vous faisiez concrètement comme un État souverain? Il n'y a pas d'action. Donc, je dis moi, il y a trois raisons qui poussent à ce que les gens ne nous soutiennent pas. Premièrement, je dis, peut-être on ne convainc pas quand on parle à l'extérieur. Deuxièmement, peut-être il faut fatiguer de voir un enfant de 70 ans pleurnicher comme un enfant tous les jours. Et troisièmement, on se répète, on n'a pas de nouveautés. Tous les jours, agression rwandaise. Tous les jours, agression rwandaise. On a vu les Cannes, ils sont en guerre, mais le président se montre convaincant. Le président est solidaire avec son armée et avec sa population. Mais chez nous, nous sommes en guerre. Notre président est en voyage, parfois dans des mariages, parfois dans des zones de jouissance. Alors que la population misérable, elle est en train de souffrir dans des camps de déplacés. Donc, je dis, la faute nous revient à 90%. Vous donnez raison à Macron qui a dit que la responsabilité, c'est d'abord à nous, au gouvernement congolais. Je pense que même le président Félix reconnaît ça. Avant que je ne donne raison à Macron, Félix même reconnaît ça, que la première responsabilité revient aux Congolais. La sécurité est une matière exclusive et des compétences du gouvernement. Donc si nous, les gouvernements, ou bien si le gouvernement congolais n'est pas à mesure de ramener sa sécurité, ou bien la sécurité à sa population, il n'a pas droit de pleurnicher. Il a droit de réfléchir, de monter des stratégies, en fait de pallier à cette question de sécurité. Mais pleurnicher tout au long des journées, tout au long des mois, ça ne changera rien si on n'agit pas en homme ou en étant souverain. Mais quand même, le Rwanda n'est pas seul. Il y a d'autres qui ont des biceps que le Rwanda, qui sont derrière lui, qui le soutiennent. Certains parlent de la France, des États-Unis d'Amérique. Mais si la RDC se trouve les dos contre les murs, contre toutes ces grandes puissances, qu'est-ce que la RDC peut faire? Est-ce qu'elle n'a pas le droit de pleurnicher, si vous voulez, ou de se plaindre? On a chanté cette chanson-là, je vois, il y a un complot international, je sais pas, on est en train de tenter de balkaniser la RDC, je sais pas quoi, mais je pense que ce sont des musiques qui fatiguent à un moment, parce que moi je me dis, on est agressé, la RDC a des partenaires au niveau international, la Chine elle est là, la Russie, on a vu les ministres de la défense être là, on a vu la Turquie, des drones qu'on utilise, ça vient de la Turquie, il y a des mercenaires qui sont au Congo, qui ont été appelés par les gouvernements pour secourir ou bien pour instruire nos forces armées. Ce sont des partenaires de la RDC, mais pourquoi ils ne condamnent pas les Rwandais? Peut-être voir quelque chose que nous, on ne connaît pas. Donc c'est une politique qu'on est en train de jouer, qui nous dépasse au moins à un certain moment, et qu'à un autre moment, vous allez voir que c'est nous-mêmes qui ressortent toujours pleurnicheurs et perdants. Parce que nous, on souffre sur les gens, mais on ne parvient pas à ramener les gens vers nous.
Tu vois, c'est un problème. Donc, c'est-à-dire, il y a un problème maintenant sur le plan diplomatique. Donc, la diplomatie n'a pas réussi jusqu'à ce niveau. Ça n'a pas convaincu. Bien que le président a beaucoup voyagé. Ça pourrait réussir si au moins ça aurait convaincu. Mais ça n'a rien convaincu et ça ne peut pas produire des fruits. Donc, on est dans une situation statu quo. La guerre continue, la misère continue. On continue aussi à pleurnicher. On continue à jouir à Kinshasa. On continue à dilapider les finances de l'État à Kinshasa. On continue à nous tromper avec un procès électoral chaotique à Goma et à l'Est, partout en RDC. On continue à nous tromper avec des machines d'enrôlement qui sont dans des maisons de personnes, dans des voitures de députés. Et après, on va nous dire de condamner quelqu'un pour ça. Mais le président a rappelé que c'est une guerre purement économique. Le Rwanda avait s'est créé une économie qui fait donner sa santé, la santé à son économie, voilà, à travers nos minéraux à l'aide de la RDC. Donc, qui nous a refusé d'industrialiser la RDC? On en a aussi des minéraux qui peuvent nous aider au moins à nous industrialiser et à nous préparer militairement. La réponse à cela, je pense, nous devons grandir comme un État de 70 ans, comme je l'ai dit bien avant, parce que on a une armée. Kabila nous a légué une armée. Et je peux dire, il a trouvé une armée structurée. C'est ce que Félix a dit. J'ai rencontré une armée structurée, avec des matériels, avec des hommes. Mais aujourd'hui, comment cette armée ne parvient pas à déloger une rébellion qui, jadis en 2023, on a vécu. Mais le président avait condamné la mafia dans l'armée. Il a condamné, mais il n'a fait aucune action. On a vu, il a fait Mais il a promulgué la loi pourtant, je crois, sur la sécurité. Tout ça, je n'en souviens pas. Ce sont des théories qui sont dans des boîtes, qui sont gardées. Moi, je parle des choses qui sont pratiques. Comment il a fait la réforme au niveau de l'armée, il a restructuré, il a dit que l'armée était infiltrée, il fallait qu'on restructure l'armée, il a changé ce qu'il a changé. Mais quant au résultat sur le terrain, qu'est-ce qu'on a vu que ça a produit? On a vu des militaires, des stars militaires, qui se promènent, qui sont en train de jouer dans des cabarets, on les a nommés, on l'a amené au Kasaï, après un temps on l'a raconté dans des conférences de mines en Afrique du Sud. Vous allez voir que au moins c'est une gestion faillie et auquel on est en train de traverser depuis 2019, depuis que Félix Tshisekedi est là. Alors, pourquoi selon vous la France ne prend pas des sanctions comme d'autres pays? Nous avons vu avec l'Ukraine, les États-Unis prendre des sanctions économiques contre la Russie. Mais pour la RDC, il reste dans les condamnations, dans des discours. Voilà. Pourquoi Macron il ne veut pas dire directement ou prendre des sanctions contre Kagame, selon vous? La guerre de la Russie et de la RDC serait tellement différente. Je peux dire qu'on a vu en Ukraine, j'ai comme l'impression que ce sont des puissances qui se battent. Je vois les États-Unis, je vois l'Europe qui est mobilisée pour attaquer la Russie à travers l'Ukraine. Et ils donnent des aides qui sont visibles à l'œil nu, des militaires qui viennent, des mercenaires qui viennent en Ukraine et qui aident le pays à se battre. En RDC, on a les mêmes partenaires, nous aussi. On a la Russie, on a la Chine, on a la France, on a les États-Unis. Ce sont des pays qui se battent d'abord chez eux, en Occident. Et vous pensez qu'ils peuvent venir chez nous ici, alors que tous sont des intérêts d'abord chez nous. Le Rwanda peut être un pot pour requérir des minéraux congolais. Oui, on n'en disconvient pas, comme beaucoup le disent. Mais moi, je me dis, qu'est-ce que nous faisons, nous, attaquer Congo personnellement? Qu'est-ce que nous on fait comme Congo personnellement? Qu'est-ce que nous on fait? Est-ce qu'on prend conscience de la situation dans laquelle on traverse? Accepter qu'on a une armée structurée, cela veut dire qu'il y a quelque chose qu'on vous a laissé. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Alors pourquoi Macron est venu alors? S'il ne pouvait pas dire quelque chose de différent, parce qu'il a répété presque le même discours, nous condamnons et tout. Ouais, la chose différente qu'il a dit, je pense, c'est l'aide qu'il va apporter. C'est déjà quelque chose de grand. L'aide était déjà promis, il a dit, et cela s'ajoute les 50 millions. Ça s'ajoute, mais au début, ce n'était pas encore dit. Ça s'est ajouté, c'est ce qu'il n'a pas promis aussi, c'est déjà une avancée. Pourquoi l'autre là n'avait pas été donné directement au lieu d'attendre encore? Et je me dis pourquoi cela ne devait pas se passer à Paris, et pas en RDC. Parce que le président Félix Tshisekedi, il a beaucoup voyagé. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas la première fois qu'il se rencontre avec Macron. Ça aussi, mais pourquoi il a fallu que ça se passe en RDC? Parce qu'il a fallu que certaines choses soient réglées, certaines confusions soient dégagées dans les têtes déjà. Ça ne revient pas à la RDC d'obliger à la France de condamner les Rwandais. Ça ne passe pas. C'est la diplomatie, ce sont des intérêts, c'est la politique. C'est-à-dire la France ne pouvait pas. C'est un État indépendant. Obligé de condamner. C'est un État indépendant comme la RDC, c'est indépendant. La France a le droit
de faire ce qu'il veut avec sa diplomatie et sa politique française. Le Congo aussi a le droit de faire ce qu'il veut avec sa politique et sa diplomatie congolaise. Donc ce n'est pas à nous d'obliger à Macron ou à la France de condamner le Rwanda alors que France a des intérêts qu'il gagne au Rwanda. Donc c'est tellement... Alors pourquoi maintenant il doit rester maintenant dans des discours pour amadouer les gens alors qu'il est... Mais c'est de l'hypocrisie. C'est parce que c'est que les Congolais veulent attendre. C'est ça, nous on veut attendre ça. Mais pourquoi cette hypocrisie? Pourquoi il ne veut pas être clair? La politique c'est l'hypocrisie. Si on attend que quelqu'un fasse quelque chose à notre place, ça serait débile. Donc moi je pense que la politique c'est plein d'hypocrisie. Et chaque État fait ce qu'il veut, ce qu'il juge bon. Et chaque pays fait ce qu'il fait et ce qu'il juge bon. C'est à nous de voir en tant qu'enfant de 62 ans. Je pense que là où le monde est aujourd'hui, il doit être en train de pleurer et se demander pourquoi mais je suis mort pour ce pays. Comment j'ai légué un pays aux gens, car ces gens continuent toujours à pleurnicher et au secours des pays occidentaux qui sont les auteurs du malheur de ce qu'ils traversent. Donc, nous devons prendre conscience de ce qui nous sommes. Mais là, c'est victime de ce minerai comme les tous les jours victimes. Où est-ce qu'on ira avec ces verbes-là de dire tous les jours victimes? On est victime, oui, mais qu'est-ce qu'on fait de cette victimisation? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ça nous revient des droits, ça nous revient des responsabilités de nous prendre en charge en tant qu'un État souverain. Je ne suis pas dans cette logique ou bien dans cette dimension des choses de vouloir être là pour accuser les autres de notre manière. Très faux, moi je m'oppose catégoriquement à ça. Mais est-ce que vous croyez vraiment ce qu'il a dit, que les M23 doivent quitter les zones occupées d'ici le 7 mars à 12h? Est-ce que vous croyez en ça? Parce que c'est pas la première fois qu'on annonce un cessez-le-feu comme ça et que les M23 ont toujours refité. En tout cas, j'ai assez écrit à de telles histoires de cesser le feu, de se retirer. Je ne veux plus au moins et donner une avis qui sera au moins convaincant ou bien par rapport à cela. Mais moi, je pense, j'attends le mardi à 12h. Je serai dehors, bien je vais partir à Saké pour voir comment les M23 en train de se retirer ou bien de faire. Mais ils vont partir où? Parce que la fois dernière... C'est une question. J'ai entendu Bintou Keïta qui a dit qu'il devait partir à... Je parle ici, comment on dit, dans les collines de Sabignon. C'est là où Sabignon, voilà. Alors qu'ils disent qu'ils ne sont pas des singes pour aller là. Donc il y a une cacophonie autour de ça. On devrait appeler l'État congolais à ses responsabilités. On allait à ce qui est ici, les gouvernements congolais. Mais est-ce que c'est pour dire que les M23 n'ont pas où aller, mais ils étaient en Ouganda ou en Rwanda? Il faut se demander où est-ce qu'ils étaient. Moi, je ne sais pas où ils étaient. Mais moi, je pense que cette guerre, elle est une guerre qui est parfois, qu'il faut regarder, qu'il faut toucher avec beaucoup de pincettes, parce que les M23 n'existaient plus depuis un moment. Mais est-ce qu'on peut dire qu'ils n'existaient plus? Parce que là, ils étaient défaits militairement. Ils ont fui. Ils sont revenus. C'est qu'ils ont fait semblant de mourir ou de sommeiller alors que... Mamadou n'est pas mort pour rien. Mamadou a défait les M23 et c'était déjà... sûr? Mamadou a défait les M23 et les mots M23 n'existaient plus dans les dictionnaires congolais. Mais pourquoi ils sont revenus alors? C'est depuis 2020. On a vu des révélations qu'ils ont fait, qu'ils étaient à Kinshasa, ils ont été accueillis par le président de la République, ils ont été logés, on les a amenés, on les a promis. Est-ce que c'est à nous encore qu'il faut demander ça? Est-ce que vous voulez dire que c'est le président qui a réveillé les M23? Je ne veux pas dire ça, mais je parle qu'il a agi avec une mauvaise politique et il devrait agir avec prudence dans la région des Grands Lacs parce qu'il y a beaucoup de réalités. C'est-à-dire qu'il s'est tiré lui-même une balle dans le pied alors? Je peux le dire, c'est lui-même qui s'est ramené ça et il a voulu jouer à la bonne foi et alors qu'il y a la politique, on ne fait pas des brigados. C'est des gens d'intérêt, il fallait qu'il réfléchisse en homme d'État pour voir comment régler cette crise qui jadis le président Kabila avait défait et avait défait ça militairement avec les colonels Mamadou. Donc le M23 est là. Il faut se demander pourquoi il est venu. On ne sait pas d'où ils sont venus, parce qu'ils n'étaient plus là. Donc c'est une responsabilité politique du gouvernement congolais de nous dire où est-ce que ces gens sont venus, pourquoi ils ont été logés à Kinshasa, pourquoi ils sont encore là militairement. Donc cela revient au gouvernement congolais de nous expliquer. Merci beaucoup, nous sommes en train de discuter dans cette émission. Il nous reste pratiquement une minute. Alors nous allons passer au moment de conclusion. Qu'est-ce que vous retenez du passage d'Emmanuel Macron à Kinshasa et de ce qu'il a dit? Voilà, ce que je peux retenir de ça, je veux dire, c'était une visite importante pour la RDC du point de vue humanitaire, parce qu'au moins le Congo a bénéficié de quelque chose de cette visite-là. Et je peux dire aussi économiquement, il y a des choses qui seront relancées par rapport à la transformation énergétique. Et ce que moi j'ai attendu de cela, j'attendais qu'il soit là et qu'il donne au moins
et des préoccupations ou bien qu'ils remettent notre État à leurs responsabilités parce que nous, on attendait que Macron est en RDC pour condamner. Non, on vous attaque, on vous fait ça, mais moi, ce que j'attendais... Mais pourquoi il nous a donné une aide humanitaire au lieu de nous donner une aide militaire comme ils l'ont toujours fait avec les Rwandais? Récemment, l'Union européenne a donné des millions de dollars pour appuyer l'armée rwandaise. Peut-être que ce n'est pas dans sa logique ou bien dans sa ligne diplomatique pour les Congo. Peut-être qu'il veut aider les Congo seulement humanitairement, d'une manière humanitaire. Mais nous devons prendre ce qui nous revient, ce qu'il nous a donné, et nous devons interpeller nos dirigeants à prendre les responsabilités et à assumer ce qu'ils doivent assumer en tant qu'État souverain et indépendant et protéger la population parce que ça revient au gouvernement congolais, ça ne revient pas à Macron, aux États-Unis, à l'EAC, à la SADC de protéger la population congolaise, mais ça revient au gouvernement congolais chapeauté par le président Félix de sécuriser la population de l'Est et du Nord Kivu. Merci beaucoup Hervé Amani. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission en tout cas. À la prochaine, nous allons encore parler d'un autre sujet. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup Hervé Amani d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Espérons qu'à la prochaine, vous serez là. Je serai disponible. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, à très bientôt.